Chers auditeurs de Toxin, bonjour, bonsoir, vous commencez à y être habitués, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien. Tous les soirs de la semaine à 18h, Toxin revient pour voilà, aborder les sujets d'actualité que les médias mainstream ne veulent pas trop qu'on aborde, ou en tout cas ne veulent pas trop qu'on aborde dans un certain angle. Avant de commencer cette émission, deux choses importantes à préciser. D'abord, des excuses, puisque l'entretien hier de Guilain Benessa a été émaillé de quelques soucis techniques, notamment au niveau du son, alors les caméras aussi. Bon, Guilain Benessa n'avait pas une très bonne connexion internet, mais pour ce qui est des problèmes de son, c'était lié. Je n'ai pas d'explication, je dois vous le dire. C'est sans doute lié à mon logiciel ou à ma connexion internet. Donc voilà, j'ai essayé aujourd'hui de régler ça. On va voir, mais on va prier. J'ai pas trop d'autres solutions que de prier, ce qui parfois est la meilleure des solutions. Donc voilà, je suis désolé pour ce qui s'est passé hier. On va essayer de faire en sorte que ça ne se répète pas aujourd'hui. Et puis des très très grands remerciements au nom de toute la chaîne de Toxin, puisque cette interview d'aujourd'hui est une interview qui fera date dans l'histoire de Toxin. C'est celle où nous avons dépassé les 200 000 abonnés sur la chaîne. On l'a fait hier soir. On est même à 201 000 ce matin, j'ai regardé. Donc d'ailleurs, on progresse à vitesse grand V. Donc merci à tous, puisque c'est un lancement tout simplement historique, hein. C'est du jamais vu en moins d'un an d'atteindre 200 000 abonnés sur une chaîne YouTube pour un média alternatif. Donc bravo à vous, merci. Et puis voilà, continuez de pousser cette chaîne si vous voulez qu'elle continue de se développer. On a vraiment des très très belles annonces à vous faire pour la rentrée d'ici le début septembre. D'ailleurs, la matinale reprendra début septembre, j'en profite pour vous en informer. Donc voilà, on est extrêmement heureux, ça nous booste vraiment pour continuer ce travail de longue haleine. Donc voilà, et aujourd'hui, place à l'actualité, on va parler du retour sur la scène internationale du conflit russo-ukrainien. Et pour en parler, nous allons en parler qu'un spécialiste que j'ai l'honneur de recevoir et qu'on reçoit souvent sur la chaîne, qui est Nicolas Mirkovic. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cette interview puisque voilà, vous êtes particulièrement désigné et bien placé pour parler de ce sujet. Je vous présente pour les très rares auditeurs de Toxin qui ne vous connaîtraient pas encore. Donc vous êtes analyste géopolitique, président de l'association Ouest-Est, hein, qui vise d'ailleurs, si vous voulez en dire un mot, à rétablir des liens culturels entre les Européens de l'Est et les Européens de l'Ouest. Et puis vous avez écrit, d'ailleurs vous avez fait des missions humanitaires avec cette association, je précise, au Donbass, 13 missions humanitaires depuis 2014 et la dernière était en mai dernier, donc vous connaissez la situation sur le terrain. Et puis vous avez écrit un excellent livre, hein, je le dis excellent parce que je l'ai lu et qu'il permet vraiment de comprendre beaucoup de choses sur ce conflit russo-ukrainien. C'est un livre qui s'appelle Le chaos ukrainien, qui est auto-édité, et je mettrai évidemment le lien dans la description de la vidéo pour tous ceux qui veulent se procurer l'ouvrage, parce que vraiment ça permet de retracer dans une perspective historique de très long terme ce conflit et d'aborder toutes les subtilités de ce conflit voilà, qui échappe en tout cas aux médias mainstream. Donc merci beaucoup Nicolas d'être là. Merci à vous. Et puis donc on va revenir sur cette attaque en tout cas et sur ce qui s'est passé depuis, cette attaque ukrainienne assez inattendue on doit dire, donc qui a commencé le 6 août dernier en pleine période olympique alors que Emmanuel Macron avait appelé à son époque à une trêve olympique sur le plan militaire entre, entre les Russes et les Ukrainiens. C'est assez symbolique d'ailleurs puisque ça intervient pendant les Jeux Olympiques alors que la Russie en était exclue. Donc c'est une percée d'environ 30 km hein, qui concernerait environ 1000 km². Donc dans l'oblast de Koursk en Russie. C'est de la première percée sur le sol russe depuis 1945. Ça a donné lieu à une évacuation d'environ 120 000 civils, faisant une centaine de blessés et de prisonniers russes qui ont été faits prisonniers et blessés par les Ukrainiens. Voilà donc ce qu'on en sait pour le moment. Alors on va essayer d'analyser. Je vous propose quand même, avant de rentrer dans le détail de cette attaque, Nicolas Mirkovic, de revenir sur la situation avant l'attaque. Voilà, on avait plutôt l'impression, en tout cas, que le conflit s'enlisait et que on s'acheminait vers une victoire assez lente mais assez certaine de la Russie. Et là, ça a fait basculer les choses, en tout cas. On va voir si ça fait basculer les choses. Tout à fait. Juste avant cette incursion de l'armée ukrainienne sur le territoire russe, c'était les Russes qui étaient en train de grignoter du terrain. Donc, c'est une espèce d'offensive russe à laquelle on assiste depuis cet été, offensive qui n'est pas annoncée comme telle, mais tout au long de la ligne de front, on a vu l'activité de l'armée russe s'intensifier et des gains notables. On se souvient qu'au printemps dernier, il y avait la prise qui a été très médiatisée d'Avdiivka, et là, l'armée russe a quasiment dépassé Avdiivka de 20 kilomètres, ce qui est beaucoup. Et tout au long de la ligne de front, ces derniers mois, les Russes ont engrangé plusieurs centaines de kilomètres carrés de territoire. Et en effet, comme vous le disiez, on voyait en effet de plus en plus de difficultés côté ukrainien. Zelensky qui demandait de plus en plus d'aide
à l'Union européenne, aux États-Unis, et l'armée ukrainienne qui est en train de souffrir, et des articles dans la presse atlantiste disant, faisant état de l'état du moral des troupes ukrainiennes, des difficultés, du besoin d'avoir plus d'hommes, c'est un sujet dont on parlera tout à l'heure, plus de soldats, mais également d'avoir plus d'armes parce qu'ils ont du mal par rapport à la Russie qui ne cesse de se renforcer. En parallèle, ces mêmes médias atlantistes reconnaissaient que l'armée russe était en train vraiment a fait plus que s'adapter au terrain, mais était vraiment dans une économie, dans une logique de guerre, de conquête, avec une adéquation entre les forces humaines sur place et l'approvisionnement de matériel et la logistique. Donc on était dans cette condition-là, avec vraiment la Russie qui grignotait de plus en plus de territoire et des difficultés notables pour l'armée russe. Et tout d'un coup, en effet, en plein milieu des Jeux Olympiques, alors que Emmanuel Macron s'était fait l'avocat d'une trêve, la fameuse trêve olympique, eh bien, on voit que l'armée ukrainienne a surpris tout le monde et a attaqué directement la Russie. Cette attaque était pas vraiment une surprise. Maintenant, on le sait que les Russes savaient qu'il allait y avoir cette attaque. Et il y a deux possibilités. Première possibilité, on va dire un peu machiavélique. Les Russes savent que les Ukrainiens vont rentrer, ne font rien, mais c'est plutôt à l'avantage de la Russie parce que, et j'y reviendrai plus tard, il y a un énorme risque pour l'armée ukrainienne. Donc, on peut imaginer dans un premier cas, les Russes le savent. On sait en tout cas qu'il y a des rapports russes qui sont montés, ou alors ils le savent, ils se disent, bon, on va laisser les Ukrainiens rentrer parce que ça va étendre la ligne de front, ça va être compliqué pour eux, et j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Ou alors, l'armée russe avait cette information et n'y a pas cru. Et donc, ça, c'était une erreur de gestion de la situation. C'est un peu ce qu'on retrouve un peu dans tous les médias. C'est ce qui est probable. Hein. Il est fort probable que les Russes n'aient pas cru que l'armée ukrainienne était capable de faire ça, qu'elle ait ni la logistique, ni les ressources, et que c'est une erreur de gestion de l'armée russe. Et on voit de surcroît que cette zone n'était pas défendue. Cette zone, les Ukrainiens, Zelensky a dit hier que l'armée ukrainienne avait pris 1000 km², plus de 75 localités russes. Ça paraît être un affront, en tout cas pour l'armée russe, qui n'aurait pas, en tout cas, utilisé l'information dont elle disposait à bon escient, et qui se retrouve maintenant avec une nouvelle ligne de front, et en plus l'humiliation d'avoir l'armée ukrainienne qui rentre dans le territoire russe, avec évidemment des Russes qui sont inquiets, qui ne comprennent pas que les Ukrainiens puissent rentrer, comme vous le disiez, sur le territoire russe. C'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale que la Russie est attaquée. Et évidemment, la Russie doit maintenant mobiliser des troupes pour se battre contre les Ukrainiens qui sont sur son territoire aux alentours de Souja et dans la région de Kursk. Alors, donc voilà, merci pour ce récapitulatif vraiment qui permet de bien comprendre la situation. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de la stratégie ukrainienne, puisque l'Ukraine voilà, a déjà perdu plusieurs milliers de kilomètres carrés aussi de son côté. Pourquoi est-ce elle veut chercher l'armée ukrainienne? Alors, quand on dit l'armée ukrainienne, on parle aussi évidemment des États-Unis derrière, puisque l'armée ukrainienne, sans les États-Unis, c'est quand même pas grand-chose. Donc, qu'est-ce que cherche l'Occident ou la force américaine en pénétrant le territoire russe plutôt qu'en essayant de récupérer des territoires ukrainiens perdus? Je vois trois objectifs. Le premier, c'est redynamiser le moral des troupes, qui est au plus bas. Ça, c'est certain. Les troupes ukrainiennes qui se battent maintenant, n'oublions pas, certaines depuis 2014. Hein. Je le rappelle à chaque fois, cette guerre a commencé par une guerre civile entre Ukrainiens en 2014 et des soldats qui font partie de l'armée de Kiev, de Zelensky, se battent depuis 2014. Le moral est au plus bas parce que c'est difficile. La contre-offensive de l'année dernière a été un échec et là, ils sont en train de perdre du terrain et de perdre le soutien également de l'Occident qui a de moins en moins de moyens à donner tout de suite, sachant que les atlantistes ont déjà donné pour plus de 200 milliards d'euros d'aide à l'armée ukrainienne, c'est énorme. Donc, il y a un premier objectif qui est redynamiser le moral, de montrer que l'armée ukrainienne a encore des ressources, que l'armée ukrainienne sait être créative, qu'elle est inventive, et en même temps que l'armée russe ou en tout cas que les stratèges russes ne sont pas invincibles, puisqu'ils n'avaient pas vu que de l'autre côté de la frontière, donc on est très proche de la zone de front, eh bien, les Ukrainiens pouvaient oser une telle attaque, et les Russes n'étaient clairement
pas préparé. Il n'y avait pas de ligne de défense, il n'y avait pas de mine, il n'y avait pas des fameux dents de dragon, ces espèces de petites pyramides qui empêchent les chars d'avancer, qui sont alignés sur des kilomètres par des rangées, par plusieurs rangées. Donc ça, c'est le premier objectif et je pense qu'on peut dire qu'il a été atteint. Et clairement, du côté ukrainien, ils sont fiers de ce que leur armée a été capable de faire. Et c'est une victoire à court terme, médiatique en plus. Il y a dans les médias une espèce d'euphorie dans le camp atlantiste. Pas euphorie, on va comment dire, revoir peut-être ce mot. Il y a une espèce d'excitation autour de cette incursion en disant ça c'est quand même assez c'est osé. C'est quelque chose qui va redynamiser le moral et qui montre que voilà, l'armée ukrainienne n'est pas encore morte. Ça, c'est le premier point. Il peut y avoir aussi il y a un deuxième objectif qui, à mon avis, doit être militaire parce que pour l'instant, l'armée ukrainienne a récupéré entre, on va dire, 300 et 1000 km carrés de territoire, mais il n'y a rien de stratégique pour l'instant. Ce sont des localités, à peu près, d'après Zelensky, 75 localités si on prend ces chiffres, mais il n'y a rien de stratégique pour l'instant. Là, il y a un des endroits stratégiques qui est le passage de gaz russe qui traverse l'Ukraine pour approvisionner une part de l'Europe de l'Est. Mais pour l'instant, ce point d'approvisionnement n'a pas été coupé. C'est un des paradoxes de la guerre, c'est que les Russes continuent d'exporter du gaz à la Hongrie, à la Slovaquie, à l'Autriche, et que pendant la guerre, et que l'Ukraine prend encore des commissions sur ce gaz qui transite à travers ce territoire. Mais il Donc, n'y a pas une centrale électrique aussi pas très loin qui alors, il y a une alimente? centrale nucléaire à Kursk. Là, Voilà. beaucoup de personnes pensent que un des objectifs est de récupérer cette centrale nucléaire, ce qui serait une très belle prise de guerre pour l'armée ukrainienne, très stratégique, et une monnaie d'échange par rapport à la centrale de Zaporozhye que les Russes ont récupérée dans les premiers jours de 2022, enfin en tout cas en 2022. Ça pourrait être un des objectifs stratégiques. Et il y a également la voie de chemin de fer qui va de Kursk à Belgorod, par laquelle transite du matériel militaire, des soldats, qui serait également une prise stratégique pour l'armée ukrainienne. Donc ça pourrait être deux prises que l'armée ukrainienne doit viser si elle arrive à maintenir ses positions et à se projeter. Ça ne va pas être évident du tout parce que l'on est quand même assez loin aujourd'hui. En revanche, il est certain qu'elle a rapproché son artillerie qui peut maintenant atteindre des objectifs qu'elle ne pouvait pas atteindre avant. Le troisième point, je pense que c'est une vision qui a été annoncée d'ailleurs par Mikhail Podolyak, qui est le porte-parole de Zelensky, c'est évidemment de pouvoir récupérer du territoire pour pouvoir négocier avec les Russes. On peut se dire qu'à court terme, les Ukrainiens, comme beaucoup d'atlantistes, craignent que quel que soit le nouveau président des États-Unis, que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump, si c'est Kamala Harris, on va voir si les États-Unis ont les moyens de poursuivre cette guerre et en même temps une guerre au Moyen-Orient. Kamala Harris s'inscrirait dans la logique de Joe Biden. C'est le camp des faucons, des néoconservateurs américains qui veulent la guerre, mais est-ce qu'ils en ont encore les moyens? Et si c'est Donald Trump, lui, il a clairement dit qu'il fallait négocier. Il a encore redit dans son entretien avec Elon Musk qu'il s'entendait bien avec Poutine, qu'il fallait négocier avec Poutine, et il pourrait y avoir une négociation. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Zelensky et, comme vous le disiez très bien, des stratèges américains qui sont derrière l'armée ukrainienne et qui sont, enfin, l'OTAN, et il y a des traces de l'OTAN partout dans cette guerre. Jeffrey Sachs disait encore récemment, qui est un économiste, un expert de la région qui connaît aussi bien la Maison-Blanche que le Kremlin, c'est un des seuls hommes politiques américains, des économistes américains qui soit dans cette position-là, dit que c'est clairement une guerre entre les États-Unis et la Russie. C'est même pas une guerre par intermédiaire. Ça serait de gagner des territoires. L'objectif de Kiev serait de gagner des territoires pour pouvoir les échanger en se disant, voilà, on va arriver à un accord, on va arrêter la guerre et on va échanger des territoires. Donc, c'est très risqué pour l'armée ukrainienne, et cela a été noté dans Der Spiegel en Allemagne. Je lisais encore un article dans le New York Times hier soir qui disait la même chose, parce que le risque pour l'Ukraine maintenant, c'est qu'elle doit garder ses territoires. Donc, elle a envoyé quelques troupes d'élite, il y a des commandos, donc faut s'imaginer ces prises de territoire par des groupes de commandos qui se sont éparpillés à travers une région et qui sont positionnés. Donc là, où il y avait des soldats russes, ils se sont battus. Il y a eu des prisonniers, en effet. Il y a eu des combats assez durs et des pertes des deux côtés, et côté russe et côté ukrainien. Mais ce n'est pas une ligne continue qui avance et ensuite qui s'installe et qui commence à creuser des tranchées. Il y a plein de groupes qui se sont éparpillés dans différentes directions
dans cette région de Koursk. Et au bout d'un moment, ils s'arrêtent, ils font le point entre eux en disant, bon, est-ce qu'on arrête la ligne ici ou est-ce qu'on peut poursuivre? Quelle que soit la situation, là, tout de suite, Iketnouk, à un moment, l'Ukraine va devoir s'arrêter pour justement garder le territoire. Donc, est-ce qu'elle va aller jusqu'à conquérir des sites stratégiques ou est-ce qu'elle va s'arrêter en se disant, bon, il y a 1000 km² qu'on a là, on va les échanger plus tard pour des régions que les Russes ont récupérées depuis 2022. Ça va être l'enjeu stratégique pour Zelensky et je pense que ce sont les trois motivations de cette attaque surprise qui a commencé la semaine dernière. Effectivement, et ce qui accrédite votre thèse, c'est que évidemment des régiments de génie ou des unités de génie ont été déployées dans ces régions, si mes informations sont bonnes, ce qui est pour fortifier tout simplement et pour contrôler le. Il y a d'ailleurs il y a eu déjà des panneaux russes enlevés, et puis des panneaux ukrainiens ajoutés, donc ça prouve que l'Ukraine est dans une logique de vouloir au moins contrôler ces territoires et éventuellement les Si je peux échanger. me permettre de rajouter un point Allez-y, je aussi, vous en c'est que je prie. pense que un quatrième point qu'on pourrait rajouter, c'est évidemment le souhait de Kiev de vouloir amoindrir les forces de l'armée russe sur les 1000 autres kilomètres de ligne de front. Et ça, en se déployant en Russie, l'armée de Zelensky souhaite que des bataillons, en tout cas que des soldats russes quittent la ligne de front pour aller se déployer à Kursk. On n'a pas vu ça dans les premiers jours. Là, d'après mes dernières informations, il y aurait du côté de Zaporogier et même du côté de Chassofiar des soldats russes qui auraient été démobilisés de ces régions-là pour aller se battre du côté de Kursk. Donc, comme l'armée russe est en train d'avancer sur le reste de la ligne de front, si elle est occupée maintenant ou une partie est occupée à défendre du territoire russe ailleurs, évidemment, ça va affaiblir la puissance de feu de l'armée russe. A priori, pour l'instant, il n'y a pas un gros changement en tout cas de déplacement de soldats, mais c'est certainement aussi un des objectifs de cette attaque Et ukrainienne. j'ai vu aussi que des unités, alors ça c'est des comptes de réseaux sociaux, donc c'est des informations qu'il faut prendre avec une extrême prudence, mais des unités de Russes auraient été déplacées depuis Kaliningrad aussi, je crois, J'ai vu ça aussi, oui. l'enclave russe à côté de la Pologne. Donc voilà, alors ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est ce que vous disiez, c'est que les Américains aient autorisé cette frappe, puisque sur un autre théâtre de guerre important, à savoir entre Israël et Gaza, étant donné que les élections arrivent bientôt, ils font tout pour au contraire restreindre, enfin diminuer le conflit, essayer de convaincre l'Iran de ne pas frapper Israël, de ne pas riposter, de ne pas enclencher d'escalade. Et là, par contre, ils ont l'attitude inverse envers la Russie et envers le théâtre russo-ukrainien. Est-ce que aussi on pourrait pas dire qu'il y a une sorte de jeu pervers de la part de Kamala Harris qui vraisemblablement en tout cas est plus aux commandes que Joe Biden, hein, étant donné l'état de Joe Biden, pour même en cas de victoire de Donald Trump, entre guillemets, saboter les tentatives de négociation entre les États-Unis et la Russie et poursuivre le conflit alors que les acteurs qui seraient élus avec l'élection américaine et Donald Trump voudraient eux plutôt négocier et signer un accord de paix. C'est un bon point et c'est tout à fait possible. Les fameux néoconservateurs américains, ces faucons de guerre qui veulent vraiment étendre leur projet mondialiste sur toute la planète, voient la Russie plus que comme un grain de sable dans l'engrenage. C'est vraiment une clé à molette qui a bloqué l'avancée mondialiste on va dire, de ces impérialistes américains. Et certains ne veulent surtout pas que Donald Trump, s'il arrive à gagner, ils ne veulent pas qu'ils puissent négocier avec la Russie parce qu'ils se disent que ce serait un échec pour les États-Unis. Ce serait la fin. C'est-à-dire qu'un pays aurait montré que le projet impérialiste américain, l'extension de la zone d'influence américaine, au bout d'un moment, eh bien, a trouvé ses limites et que Vladimir Poutine aurait érigé ses limites, qui auraient des conséquences évidemment ailleurs dans le reste du monde pour les États-Unis. Et que cette frange-là pense que en aggravant la situation avec Poutine aujourd'hui, au bout d'un moment, il sera quasiment impossible de négocier, en tout cas pas à court terme. C'est certain qu'on a du mal à imaginer Poutine négocier de l'échange de territoire. Ça serait une humiliation totale, je pense, pour Moscou. Et si Donald Trump arrivait dans cette situation, je pense et que Kursk était encore, ce qui paraît peu probable, mais on ne sait jamais, parce que c'est impossible d'avoir une boule de cristal quand on veut analyser une guerre. Si l'Ukraine devait encore avoir ses territoires et que Trump arrive au pouvoir, on voit difficilement comment il pourrait négocier dans un premier temps avec Poutine. Donc certains veulent accélérer
on va dire, aggraver la situation avec la Russie. C'est pour ça que les Atlantistes ont donné autorisation d'utiliser leurs armes pour attaquer la Russie sur le territoire russe. C'est pour ça qu'ils ferment les yeux quand les Ukrainiens attaquent des bases militaires russes ou des centres de raffinerie russes. Et c'est pour ça, et ça c'est évident, même si le New York Times ose dire que les Américains étaient surpris au lendemain du 6 août parce qu'ils ne pensaient pas que les Ukrainiens étaient capables de faire ça. C'est impossible. Washington est omniprésent. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Il y a aucune comment dire, avancée ukrainienne ou aucune décision ukrainienne ne peut être prise sans que les États-Unis soient tenus au courant, ça c'est certain. Et de toute manière, si les Ukrainiens ne voulaient pas le dire, les Américains ont tous les outils nécessaires pour espionner les Ukrainiens. Donc ils le savaient. Et c'est cette frange qui est encore au pouvoir aujourd'hui. C'est cette frange qui est la frange belliciste. C'est elle qui était déjà au pouvoir à l'époque d'Obama et de l'Euromaïdan et du coup d'État illégal en 2014 à Kiev. Et c'est cette frange on va dire, de l'État américain qui veut la guerre parce qu'elle pense que c'est grâce à la guerre que les États-Unis peuvent étendre leur zone d'influence et soumettre, on va dire, le reste du monde. Oui, et puis on a vu d'ailleurs les Européens, enfin pardon, les dirigeants de l'Union européenne se dire pleinement derrière le peuple ukrainien. Donc ne présage pas de volonté très très pacifique parce que on a clairement ici, on fait clairement face à une manœuvre d'annexion qui scandalise quand elle est faite par la Russie, mais et qui, au contraire, on trouve ça normal quand c'est fait par l'Ukraine. Bon, c'est un deux poids deux mesures qui nous étonne vraiment plus beaucoup, mais voilà, ça Exactement. prouve encore l'attitude de nos dirigeants ukrainiens, pardon, européens. Je voulais quand même aller sur votre scénario dans lequel, parce qu'effectivement, ça pointe peut-être une faille de la Russie, mais vous expliquez aussi que c'est une manœuvre qui pourrait se retourner contre l'armée ukrainienne. Alors pourquoi? D'ailleurs, on rappelle aussi que Koursk est une ville très symbolique pour le passé militaire de la Russie, puisque c'était une bataille importante pendant la Seconde Guerre mondiale contre l'armée allemande. Donc pourquoi est-ce que ce lieu, cette bataille, cette percée pourrait se retourner contre l'armée ukrainienne? L'armée ukrainienne, si elle gagne du territoire, va devoir le conserver. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle érige une défense. Il va falloir qu'elle creuse des tranchées. Il va falloir qu'elle déploie des hommes, qu'elle déploie des réseaux de logistique qu'elle a du mal à déployer sur la ligne de front qu'elle connaît aujourd'hui, qui va du Donbass, un peu au nord du Donbass, de Choumi, enfin en dessous de Choumi jusqu'à Zaporozhye, même plus bas. Donc, si l'Ukraine avait des difficultés jusqu'à présent avec ses moyens, d'où va-t-elle sortir les ressources nécessaires pour garder des nouveaux territoires qu'elle vient de conquérir en Russie? C'est ça toute la difficulté. Et beaucoup de spécialistes, même atlantistes, disent ce scénario paraît un peu fou. Ça pourrait être un scénario de court terme dans la mesure où peut-être Kiev espère négocier avec Moscou dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois une paix rapide. Ça n'a pas l'air d'être comment dire, l'actualité à Moscou en ce moment, mais il va falloir tenir ces lignes. Donc, pendant qu'elle envoie ses soldats se battre à Kursk, eh bien, ils ne sont pas en train de se battre à Tchassov-Yar ou au-delà d'Avdiivka, où l'armée ukrainienne est en grande difficulté. L'armée russe avance. Et ça, c'est quelque chose qui est très problématique aujourd'hui pour l'armée ukrainienne. Comment est-ce qu'elle va garder l'avantage? Comment est-ce qu'elle va pouvoir continuer à conquérir du territoire alors qu'elle est en train d'en perdre par ailleurs? Donc, c'est un choix stratégique on va dire, qui est à double tranchant, parce que beaucoup d'experts se disent d'où est-ce qu'elle va sortir les hommes. Alors, à moins que tout d'un coup l'OTAN déploie, ça pourrait être un scénario, mais qui paraît un peu probable aussi, mais à moins que tout d'un coup l'OTAN déploie des soldats qui pourraient s'assurer de la défense ailleurs en Ukraine, ce qui libérerait de la place pour des soldats ukrainiens pour maintenir ses positions et voire même d'aller en conquérir, on ne voit pas comment est-ce que l'Ukraine peut maintenir ses positions en nombre d'hommes et aussi avec la logistique, sachant que les Russes ont quand même la supériorité aérienne. Alors, on a vu que les Ukrainiens avaient réussi à apporter des batteries anti-aériennes, mais les Russes ne vont pas laisser dans cette situation ad vitam aeternam et vont vouloir récupérer le plus tôt possible. Donc, ça va être un point de focalisation de l'armée russe pour les prochaines semaines. Et ça, je pense que ça, c'est un grand risque, c'est un grand pari que prend Kiev en ce moment. À un moment,
où l'armée russe n'est pas loin de gagner plusieurs territoires sur l'armée ukrainienne, des endroits comme Pokrovsk qui sont stratégiques, et Chassovyar qui sont stratégiques, qui pourrait peut-être faire chuter la ligne de front ukrainienne, mais en tout cas qui l'affaiblirait considérablement. Donc c'est un très grand risque que vient de prendre Kiev avec cette incursion russe. Et quand même, est-ce que ce risque peut faire basculer le conflit selon vous? Est-ce que c'est un point de bascule ou est-ce qu'au contraire, ce sera l'histoire la retiendra comme une sorte de barreau d'honneur ou de dernière percée avant les négociations? Est-ce que vous pensez que c'est une chose qui peut vraiment avoir une incidence importante sur l'issue de ce conflit et des négociations? C'est très difficile de dire. Vraiment, je mets au défi quiconque de dire exactement ce qui va se passer. On ne sait pas. Est-ce que c'est le chant du cygne? Est-ce que c'est un barreau d'honneur? Est-ce que c'est la première étape d'un plan qui se déploierait en trois, quatre étapes où on n'aurait vu que la partie émergée de l'iceberg pour l'instant avec des réserves qui sortiraient, comme je le disais il y a quelques instants, de troupes de l'OTAN? On ne sait pas. Ça paraît pour l'instant d'être un pari fou insensé. Et ça, on le lit, quel que soit on va dire la couleur politique ou en tout cas la sensibilité. Faire ça à un moment où l'armée ukrainienne est en train de perdre sur la ligne de front traditionnelle paraît quelque chose de complètement fou. Mais aujourd'hui, Kiev n'a quasiment plus le choix. Je pense aussi qu'elle veut montrer aux atlantistes, donc à ces bailleurs de fonds. Hein. N'oublions pas que sans l'OTAN, la guerre serait terminée il y a déjà très longtemps. Elle veut montrer qu'elle est capable de créer des surprises, qu'elle est capable de mettre à mal l'armée russe, qu'elle est capable de défier les stratèges du Kremlin, et donc cela justifie qu'elle reçoive plus de fonds. Vous voyez, je pense que Zelensky en ce moment, il est en train de dire, vous voyez, si vous me donniez plus de moyens, si vous me donniez la possibilité de tirer avec des missiles longue portée des cibles stratégiques à partir des nouveaux territoires que je viens de gagner, eh bien, on peut faire plier la Russie. Et c'est certain qu'il y a une partie des néoconservateurs atlantistes, qui soient à Washington, à Bruxelles ou ailleurs dans le monde occidental, et qui pourraient être sensibles à ces gains territoriaux, à ce succès de court terme de l'armée ukrainienne pour se dire, bah voilà, bah c'est vrai, dépensons encore plus d'argent, Kiev tient le bon bout. Je pense qu'il faut quand même, on va voir dans les prochaines semaines ce qui se passe. Si Kiev continue d'avancer, là, ça sera inquiétant pour l'armée russe. De ce qu'on entend aussi, parce qu'il ne faut pas oublier la version russe qui, elle, aujourd'hui, dit officiellement qu'elle aurait freiné les avancées de l'armée de Kiev, qu'elle aurait repris de nombreuses localités. Donc la vérité est toujours un peu entre les deux. Il y a de la propagande des deux côtés, mais c'est dans les prochaines semaines qu'on va voir si l'armée ukrainienne a fait vraiment le bon choix. Et ce bon choix serait justifié par des gains apparemment de moyen long terme, des gains, on va dire, crédibles de territoire russe. Alors justement, je voulais aller côté russe, puisque là aussi, forcément, voilà, ça ne peut pas rester en tout cas sans réaction. On se rappelle quand même que en juin 2024, alors vous saviez, en juin dernier, il y avait eu une réunion, un accord de paix en Suisse qui avait réuni, justement, qui voulait proposer un accord de paix qui avait réuni toutes les puissances du conflit, sauf la Russie, ce qui est quand même embêtant quand on veut signer un accord de paix. Mais en tout cas, la Russie avait publié juste avant cette réunion une proposition de paix dans laquelle, voilà, elle voulait elle voulait voilà, la non-adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN, l'annexion ou la reconnaissance par l'Occident de la souveraineté russe sur les territoires du Donbass, et puis aussi, je crois, jusqu'à Mariupol. Oui. Euh, Jusqu'à Zaporizhzhia, oui. Jusqu'à Zaporizhzhia, et puis Piotr Tolstoï, le président de la Douma, avait expliqué à l'époque que c'était la dernière proposition russe et que la prochaine ce serait la capitulation. Est-ce que là vous pensez que la Russie va être incitée à rentrer dans une logique de destruction de l'ennemi et donc peut-être que c'est aussi un piège que l'Occident essaie de tendre à la Russie en disant voilà, là c'est une provocation de faire penser à l'état-major russe que finalement, la seule solution pour sauver cette guerre, sortir de cette guerre, c'est d'annihiler l'ennemi en face. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque aussi d'escalade à ce niveau-là? Tout à fait. C'est tout à fait possible. Vous savez, aujourd'hui, on ne se rend pas compte, on se rend pas compte de la situation, mais Poutine, dans le camp militaire, passe plutôt pour certains pour un modéré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Russie a des moyens de destruction de l'Ukraine qui sont autrement plus importants que ceux qu'il déploie, que ce qu'elle déploie aujourd'hui. Et il y a au sein de l'administration russe des personnes qui disent mais on ne comprend pas pourquoi nous on continue de perdre des hommes. On a une puissance de frappe qui pourrait annihiler
l'Ukraine. Alors évidemment, ça donnerait une mauvaise image à la Russie. Je pense que Poutine ne le fait pas parce qu'il ne veut pas, auprès des 75% de la planète qui n'appliquent pas des sanctions contre la Russie, il ne veut pas donner l'occasion à ces pays-là de se détourner de leur partenariat économique, politique avec la Russie par l'emploi, par exemple, de bombes nucléaires ou par des bombes extrêmes ou le fait de raser des villes. Hein. Les Russes, aujourd'hui, s'attaquent essentiellement à des cibles militaires. Il y a évidemment des civils qui sont tués dans la foulée, mais ce n'est pas l'objectif. Il n'y a pas de villes qui sont rasées avec plein de civils à l'intérieur, avec des bombes qui tombent au hasard sur des populations civiles. Aujourd'hui, c'est des cibles militaires qui sont visées. Et il y a une pression sur Poutine pour enlever les gants et pour franchement, on va dire, détruire ce qui reste de l'Ukraine. Aujourd'hui, n'oublions pas que du fait qu'une nation étrangère ait envahi la Russie pourrait convoquer l'Organisation de traité de sécurité collective, l'OTSC, qui est l'équivalent de l'OTAN, mais pour les Russes, dans lesquels il y a différents pays, en disant que la Russie a été attaquée, donc elle est en droit de demander aux autres membres de cette organisation d'intervenir pour aider la Russie à se défendre. Elle ne le fait pas. Donc je pense qu'en effet, dans cette stratégie, le Kremlin veut clairement battre l'Ukraine, il n'y a pas battre Zelensky, battre l'OTAN, il n'y a pas de doute, sans pour autant escalader. Et Poutine essaie de garder une tête froide dans cette situation parce que s'il y a escalade, eh bien au bout d'un moment, l'OTAN, les faucons de guerre pourront dire, regardez, ils sont en train d'employer des bombes beaucoup plus puissantes, ils sont en train de raser des villes où il y a des civils, ils sont en train de tout détruire, on est obligé d'envoyer des hommes au sol. Et là, au bout d'un moment, eh bien, la frontière nucléaire sera extrêmement tenue. Sera extrêmement tenue parce que si, comme certains le voudraient, l'OTAN déploierait 500, 600 000 soldats sur la ligne de front, au bout d'un moment, l'armée russe ne pourrait plus faire face et le conflit deviendrait nucléaire. Donc, je pense qu'il y a aussi les atlantistes ne cessent de titiller la Russie Hmm. depuis la fin de la guerre froide. Je l'explique dans mon livre. On a de nombreux exemples qui montrent comment est-ce que l'OTAN n'a cessé de progresser, d'avancer ses bases, les pays membres proches de la frontière russe, malgré les engagements de ne pas pousser l'OTAN un pouce, c'est l'expression de James Baker, le secrétaire d'État américain, vers la Russie. Il y a eu les guerres et les révolutions de couleur, il y a eu la guerre contre la Yougoslavie, il y a eu la guerre contre l'Irak. Donc la Russie a raison, et ce n'est pas la seule, hein, la Russie et d'autres pays ont peur de cette expansion de l'OTAN. Il y a au sein de l'État américain et au sein de l'organisation de l'OTAN des personnes qui veulent un conflit, qui veulent vraiment soumettre la Russie, qui est vraiment cette clé à molette maintenant dans l'engrenage impérialiste américain et qui les gêne. Et aujourd'hui, il y en a qui disent si jamais les États-Unis devaient perdre et qu'au bout d'un moment, en effet, la guerre devait cesser, les régions qui auraient été réintégrées au sein de la Russie réintégreraient la Russie et ce serait reconnu au niveau international et qu'en même temps l'OTAN ne rentrerait pas dans l'OTAN, enfin pardon, l'Ukraine Oui. ne rentrerait pas dans l'OTAN, que ça serait une défaite pour les États-Unis. Et c'est vrai, ça serait une défaite pour, on va dire, une vision impériale des États-Unis, parce que tous les Américains ne sont pas en faveur de cette guerre. Hein. Trump l'a redit l'autre jour, il faut arrêter la guerre. Il faut arrêter la guerre. Donc il y a beaucoup d'Américains qui sont contre, mais ce n'est pas eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Oui, alors justement, je voudrais conclure, Nicolas Mirkovic, cette interview parce qu'on a dit beaucoup de choses, en vous demandant d'élargir ce spectre d'analyse, puisque on voit que cet été, partout, en fait, ce camp occidental impérialiste, mondialiste, que ce soit géopolitiquement ou dans sa politique intérieure, n'a jamais été aussi flamboyant. Alors donc il y a cette percée ukrainienne, il y a eu évidemment la période olympique qui fait que Emmanuel Macron est plus que jamais en position de force en France, qu'il a une image redorée avec le succès de ces Jeux Olympiques. Euh, et on voit une sorte de, voilà, de renouveau, d'euphorie de ce côté-là, sur beaucoup de plans différents. Et paradoxalement, jamais autant qu'aujourd'hui, ce camp n'a été contesté, n'est aussi fragile, puisqu'il y a évidemment une crise financière qui les guette, une crise de l'énergie. On ne sait pas combien de temps les Américains et l'Europe vont pouvoir soutenir l'effort de guerre ukrainien, tout en maintenant en satisfaisant les exigences économiques de leur population. Donc voilà, comment est-ce que vous voyez cette période? Est-ce que on peut s'attendre dans les prochains mois à une sorte d'apocalypse dans le sens de la révélation, c'est-à-dire de tomber, de chute des masques et de voir finalement qui était vraiment le plus puissant dans cette situation.
savez, l'Occident fait beaucoup de parades. On est dans une espèce de, on est dans de l'Hollywood, hein. On pense qu'avec des feux d'artifice au-dessus de Paris, qu'avec des événements qui ont coûté des milliards aux contribuables français. Et j'ai dit, l'organisation des Jeux Olympiques n'est pas à être remise en cause, mais c'est pas parce que les Jeux Olympiques ont été réussis en France d'un point de vue sportif que ça fait pour autant de la France une nation, une des premières nations mondiales en termes économiques, Mm. en termes militaires, en termes stratégiques. Donc il faut vraiment dissocier les deux. Donc, ceux qui font l'amalgame entre l'image de la France suite aux Jeux Olympiques, qui en plus a été quand même pas mal écornée, donc on ne peut pas dire qu'il n'y avait qu'une belle image de la France qui est sortie de ces Jeux Olympiques, puisse être assimilée à la puissance de la France et de l'OTAN. Comme vous le disiez il y a quelques instants, la zone euro est la zone qui a la plus faible croissance du monde. La natalité en Europe est une catastrophe. Les problèmes sociaux sont très élevés. L'économie va mal. Le nombre d'entreprises, de PME qui sont en train qui sont en train de mettre la clé sur la porte est extrêmement important. Donc, la situation économique en France est très mauvaise. Dans l'Europe, globalement, je ne parle même pas de l'inflation. Aux États-Unis, c'est pareil. Donc, on pense qu'avec voilà, avec une façade de paillettes, avec des concerts organisés, des stades pleins, eh bien, cela masquerait ou cela donnerait une image qui n'est pas la nôtre. En même temps, le Financial Times disait encore il y a quelque temps que l'économie russe va très bien. Aujourd'hui, pour être tout à fait clair, même le FMI, la Banque mondiale reconnaissent que l'économie russe est la première économie européenne, malgré plus de 14 000 sanctions. Donc aujourd'hui, il faut faire attention. Parce que le problème, c'est que nous avons à la tête des nations atlantistes des idéologues, des personnes qui sont hors sol, déconnectées du terrain, qui comprennent plus ce qui se passe dans leur propre pays, qui ne comprennent pas ce qui se passe au niveau international et qui vivent sur une légende, sur un lubris de l'Occident d'après la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes les plus forts, nous sommes les plus puissants, nous pouvons faire de la réingénierie sociale, nous pouvons bombarder et tuer des millions de personnes et cela n'aura pas d'impact sur nous. Et on va aller piocher dans toutes les réserves, ressources naturelles dont on a besoin pour nos entreprises, pour nos multinationales, pour qu'elles continuent de dominer le monde. Et ça, aujourd'hui, c'est fini. Si vous voulez, vous avez l'émergence, qu'on le veuille ou pas, d'un monde multipolaire, de nations qui n'en veulent plus de cette situation, mais nos responsables ne le voient pas. Ils ne parlent plus. La France a tué sa diplomatie. Macron a enfoncé un des derniers clous dans le cercueil de la diplomatie française. On est déconnecté de ce qui se passe sur le terrain. Et il faut faire attention parce que les idéologues, au bout d'un moment, quand ils sont déconnectés du terrain, eh bien, ils rentrent dans du totalitarisme. Ils prennent la décision sans écouter le terrain. On est censé être en démocratie, donc le peuple est censé diriger en France aujourd'hui. Bien, si on n'écoute pas le peuple, si on n'écoute pas nos voisins, si on n'écoute même pas nos ennemis, si on n'est pas capable de dialoguer avec eux, eh bien, on va prendre des décisions qui peuvent se retourner contre nous, surtout quand on est dans une idéologie guerrière, où on est dans une idéologie où on pense que nous sommes les plus forts, tout le monde doit faire comme nous. C'est le projet sociétal atlantiste, c'est le projet militaire atlantiste, c'est le projet économique atlantiste. Ça doit être la suprématie de l'atlantisme et du mondialisme, hein, globalement. Et là, aujourd'hui, il y a un danger. Il y a un danger si on n'arrive pas à mettre des personnes qui ont, on va dire, la tête sur les épaules, qui sont encore capables de dialoguer, de discuter, d'entendre leur peuple, de discuter et de trouver des solutions. On peut aller vers un conflit, on peut aller vers l'apocalypse au sens de la révélation de quelque chose qui est extrêmement grave, mais on peut aller aussi vers une apocalypse nucléaire parce qu'on a des personnes qui se fichent complètement des sentiments des uns et des autres et qui se battent uniquement pour leur idéologie. Et cette idéologie, elle est pernicieuse, on le sait. Regardez, on juge un arbre à son fruit. Si on était, c'est les personnes qui nous guidaient depuis la fin de la guerre froide et qui sont quasiment plus que celles soit de droite ou de gauche, de la même idéologie atlantiste avec tout ce que cela signifie derrière, eh bien, Mm. on n'aurait pas les problèmes sociaux qu'on a aujourd'hui. On n'aurait pas l'économie qui est en catastrophe. On n'aurait pas des Français inquiets, des Allemands inquiets, des Italiens inquiets. Donc, il est temps de remettre beaucoup de bon sens dans la tête de nos hommes politiques ou trouver des nouveaux hommes politiques ou nous-mêmes, hein, n'oublions pas, hein, ne dépendons pas que des politiques. Nous-mêmes, on a un rôle à jouer. Donc, du coup, à nous de prendre du territoire dans nos propres pays, dans nos régions, dans nos villes, dans nos villages pour dire stop à l'Atlantisme, stop à la guerre et reprendre juste le pouvoir qui nous revient parce qu'on veut la paix, on veut la stabilité. C'est ça ce qu'on veut tous, hein. Et ça, dans la plupart des pays du monde. Absolument, vous avez bien raison de dire qu'on vit un phénomène d'accélération des événements de cette caste mondialiste atlantiste et qu'il est temps de ne plus se résoudre à simplement faire des constats et
d'agir. Alors autour de soi, vous avez bien raison, on en a parlé il y a 2 jours avec Sylvain Durin sur comment agir, ne serait-ce qu'autour de soi, voilà, discuter et rétablir une notion que vous avez justement rappelée, qui est celle du bon sens. Merci beaucoup en tout cas Nicolas Mirkovic pour cette analyse. Voilà, je pense qu'on a brossé une bonne partie du sujet. Je ne sais pas si vous avez une dernière chose à rajouter sur la situation. Moi, j'ai trouvé que c'était assez riche. Non, merci pour les Oui, questions. Je pense qu'en effet, on a couvert le sujet. Il faut continuer à regarder ce qui se passe de très très près. Mais à l'approche des élections américaines, ça va vraiment, c'est le sujet phare. C'est vraiment, ça va avoir un impact majeur sur les États-Unis, mais évidemment sur les relations dans le reste du monde. Donc, il faut regarder de très près ce qui se passe à Washington dans les prochains mois. Ça va être très tendu ça va nous donner, à la suite de ces élections, on aura une meilleure idée de ce que les États-Unis vont pouvoir négocier ou pas au niveau mondial et quelle va être la nouvelle feuille de route de Washington. Et ça, c'est important. Et ça montre à quel point aussi on est imbriqué avec les États-Unis. mm, Normalement, la France devrait dire, bon, quel que soit le président aux États-Unis, nous avons notre feuille de route. Malheureusement, on est encore dépendant de la feuille de route des États-Unis. Donc, il faut regarder de très près ces élections présidentielles américaines en novembre prochain. absolument, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est très loin d'être votre dernier passage sur Toxa. On fera appel à vous jusqu'au mois de novembre et encore après pour couvrir à la fois, voilà, pour faire les liens entre cette élection américaine extrêmement importante et le conflit ukrainien, voilà, l'issue de ce conflit russo-ukrainien pour l'instant qui est plus indécise que jamais. Merci beaucoup Nicolas Mirkovic. Merci à Je vous. rappelle que vous êtes donc analyste géopolitique, président de cette association Ouest-Est qui vise à rétablir des liens culturels humanitaires entre les Européens de l'Ouest et de l'Est. Je mettrai d'ailleurs le lien en description de la vidéo également pour ceux qui veulent soutenir cette association, puisque vous faites, vous, Nicolas Mirkovic, des missions humanitaires. Voilà, vous êtes vous-même dans le parti de l'action, au Donbass notamment. Donc bravo pour ce que vous faites et on mettra le lien pour ceux qui veulent s'intéresser à cette association. Et puis, auteur de ce livre, Le chaos ukrainien, qui permet vraiment de tout comprendre, de retracer sur le long terme cette problématique ukrainienne depuis ses sources originelles. Donc voilà, c'est un livre extrêmement riche qui permet de brosser un tableau extrêmement général et en même temps subtil de la situation. Je vous remercie encore. Et puis, nous, chers auditeurs de Toxin, c'est l'heure de vous dire au revoir, mais de vous dire surtout à demain, puisque demain à 18 h, encore une interview. On va justement revenir sur l'élection américaine, sur cet entretien entre Elon Musk et Donald Trump avec l'avocat Renaud Bochard. Je rappelle qu'il est très important pour nous que vous vous abonniez à notre chaîne, que vous mettiez des pouces, que vous nous souteniez financièrement, puisque nous avons créé ce média Toxin pour ne dépendre que des auditeurs et donc être entièrement libre. Donc voilà, c'est maintenant dans vos mains que se situe l'avenir de ce média qui déjà a fait un lancement historique. Merci encore, très très bonne soirée et à demain 18 h.